regarder une démonstration visuelle de ce qu'est une blockchain. Je vais utiliser un outil qui a été développé par Anders Brownworth, qui est très bien fait, et je pense que c'est une excellente introduction au principe de base d'une blockchain et comment ça fonctionne. Avant de voir ce que c'est qu'une blockchain, qui est un ensemble de blocs qui lient deux données entre elles, on va devoir se concentrer sur la notion de hash et de fonction de hachage. Un hash, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de caractères d'une largeur fixe. Il y a un nombre de caractères donnés qui dépendent des informations que l'on fournit à la fonction de hachage. Donc ici, dans la partie data, je vais donner quelques informations, par exemple un mot, et je vois que bonjour, si je le fais passer à travers la fonction de hachage SHA-256, je reçois cette chaîne de caractères qui commence par 2CB4. Voilà. Si je rajoute quelque chose, à chaque caractère que je tape en plus, on voit bien que le hash est modifié. Si je reviens au mot initial bonjour, c'est 2CB4, alors que si j'écris autre chose, on a 2FEFE. Je reviens à bonjour, c'est 2CB4 encore. Donc à chaque fois que j'ai la même information à l'entrée, j'ai la même information en sortie. S'il y a une petite transformation, ça change complètement le hash. Donc ici, on met des petits mots ou des petites informations, mais on peut écrire autant qu'on veut. On peut mettre l'ensemble de Wikipédia, par exemple, en français ou toutes les langues, dans cette petite boîte, et on va avoir une seule sortie qui aura toujours le même nombre de caractères. Maintenant qu'on voit ce que c'est qu'un hash, on va étendre un peu ce concept en bloc. Un bloc, c'est exactement le même principe. Donc on a des informations, donc des données, ici un numéro de bloc qui est supplémentaire par rapport à ce qu'on avait vu dans le hash, et ici un petit chiffre nonce qu'on va regarder en détail un peu plus tard. Mais on a toujours notre valeur de hash qui est ici, et on décide de façon complètement arbitraire que pour qu'un bloc soit valide, il faut que son hash commence par 4 fois le signe 0. C'est juste une décision comme ça. Et donc un bloc correct, un bloc valide, commence par 4 fois le même caractère qui est 0. Donc si jamais je change mon texte dans les données, de la même façon que tout à l'heure, le hash est modifié et ne commence plus par 0, 0, 0, 0. Et donc ici, à l'arrière de la boîte, on voit que le fond est rouge. Ça veut dire que le bloc n'est pas valide. Le bloc n'est pas valide. Donc comment est calculé ce hash? En fait, par rapport à tout à l'heure, on utilisait la partie données pour calculer le hash. Ici, on utilise les trois informations. Le numéro de bloc, donc ici c'est le premier bloc, ce petit chiffre et les données. Les trois ensemble sont combinés et on calcule le hash. En fait, ce qu'il va falloir faire pour que le fond redevienne vert, c'est-à-dire pour que le fond soit validé, pour que le bloc soit validé, pardon, c'est qu'il va falloir trouver ici dans l'once quelle est la bonne valeur qu'il faut fournir. Donc si je mets 1, on voit que ça commence par 75, c'est pas bon, je peux essayer avec 2, avec 3, 4, 5, 6, 7. On comprend très vite que ça prend beaucoup de temps. Et donc pour l'instant, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de taper à la main toutes les valeurs possibles, en commençant par 1, on va utiliser ce petit bouton ici qui s'appelle miner. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça remplace dans la boîte nonce toutes les valeurs et ça regarde pour chaque valeur si le bloc est correct ou non. On va lancer le minage, donc ici ça calcule, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ça continue, et hop, c'est arrivé à 50 957. Et pour cette valeur-là, 50 957, nous avons bien 4 fois le 0 en début de hash. Donc ce bloc est valide, il est vert. Voilà, très bien, donc maintenant qu'on a compris ce qu'était un bloc et pourquoi il était valide ou non, on va passer à la troisième étape, c'est la blockchain en tant que telle. Un troisième concept après le hash et le bloc, la blockchain. Donc ici, une blockchain, c'est, comme le nom le sous-entend, une chaîne de blocs, donc différents blocs qui sont enchaînés les uns après les autres. Ici, on a 3, 4, 5 blocs. Voilà, donc ça nous fait une chaîne de 5 éléments qui respectent la même règle que celle que l'on a vue précédemment. C'est-à-dire qu'on a un numéro de bloc, ici 1, on a un petit chiffre qu'on va calculer lorsqu'on va miner, on a des données et on a le hash de sortie.
Ce qui est supplémentaire ici, c'est cette valeur ici, qui est fixée à 0 pour le premier bloc, mais qui en fait correspond, dans le deuxième bloc, au hash du bloc précédent. Donc le bloc numéro 2 a, dans la case précédente, la valeur que l'on retrouve ici. 0, 0, 0, 0, 15. Ici, des deux côtés, c'est la même chose. On va au bloc numéro 3 et on voit qu'au bloc numéro 3, le hash du bloc numéro 3 est répété ici dans la case précédente. Enfin plutôt, le hash du bloc numéro 2 est dans la case précédente du hash numéro 3. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe si par hasard on souhaite changer des données? Dans le bloc numéro 4, on va dire, on va changer le message. Ce qu'on a maintenant, c'est que le bloc n'est plus valide, puisque le hash ne correspond plus à une valeur qui commence par 4 fois 0. Voilà. Donc le hash a été modifié. Dans la case suivante, dans le bloc suivant, ce hash ici, BD3E, a été recopié et le bloc numéro 5 n'est lui non plus valide. Donc si je veux récupérer ça, je vais miner le bloc numéro 4, on calcule, on cherche la bonne valeur qui est ici 46 392 et on a bien comme hash de sortie 4 fois 0 au début. On copie ça dans cette case suivante, 4 fois 0, et ici, on doit miner une nouvelle fois pour s'assurer que le bloc numéro 5 est lui aussi valide et correct. Ça prend pas plus de temps, ça dépend des fois, combien de séquences on doit passer en revue. Ici, on a été très très haut. On est à presque 180 000. Donc voilà, la chaîne est correcte, elle est verte partout. Ce qu'on comprend bien, c'est que si jamais on veut changer quelque chose dans le bloc numéro 2, le bloc 2 n'est plus valide, il va falloir le miner, le 3 non plus, le 4 non plus, le 5 non plus. Donc plus on remonte tôt, plus c'est difficile de faire en sorte que tous les blocs soient valides. Ici le hash est 4C, on l'a récupéré ici, on l'a copié ici, on va miner encore une nouvelle fois le bloc numéro 3. À chaque fois qu'on mine, ça nous prend de l'électricité, du temps, de l'énergie, et donc pour remonter tous les maillons de la chaîne, c'est quand même quelque chose qui est assez contraignant. Finalement, dans cette blockchain, ici à l'étape numéro 5, on a réussi, si jamais le minage se finit correctement, à calculer tous les hash qui commencent chacun par 4 zéros, et donc tous les blocs sont valides. Voilà. Ici, ça prend quand même beaucoup de temps. Ici, voilà, plus de 200 000. Donc, on a bien compris ce qu'était une blockchain, un ensemble de blocs avec le numéro du bloc précédent inscrit grâce à son hash. Maintenant, on va voir ce que c'est que des blockchains qui sont partagées, distribuées entre des participants. La première blockchain qu'on va regarder, c'est le participant A, le pair A. Il a 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Comme tout à l'heure. Ici, on a B, qui a lui aussi 5 blocs. Voilà. Si on regarde le bloc numéro 3, on voit que le précédent c'était 4012FA, et ici, bloc numéro 3, je les aligne, on a 4012FA. Et le hash, ici, commence après les 4 zéros par B9, et ici c'est le même. Donc en fait, chaque participant dans la blockchain possède une copie identique de la blockchain. Tout le monde a les mêmes informations. Ce qui veut dire que si jamais, en tant que participant numéro 1, participant A plutôt, je souhaite changer quelque chose, je mets une nouvelle information dans ma blockchain, première chose qu'on voit, la blockchain n'est plus valide. Je vais la miner, comme d'habitude, je récupère, ici il va falloir encore mettre à jour ce bloc, donc le bloc numéro 5 qui est le fin de ma blockchain, a un hash
qui va s'afficher ici. Dans quelques secondes, j'espère. Voilà, ici, le H, c'est 402BA. Si je vais au bloc numéro 5 dans la blockchain du participant numéro 2, ce n'est pas du tout la même chose. On a une énorme différence ici. On a 2BA, ici on a E4B. Ce n'est pas pareil. Troisième participant, que nous dit le troisième participant? En tout cas, quelle est la blockchain qu'il a chez lui? La même que le deuxième. Donc ici on est dans une démocratie. 2 contre 1. Le premier participant, moi-même, je ne peux pas faire croire que cette nouvelle information fait partie de la blockchain. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans la blockchain. Donc si je veux modifier quelque chose, dans le passé, non seulement il faut que je remine toutes les cases, tous les blocs, un par un, mais ensuite, personne ne va prendre en considération mes modifications puisque le hash de sortie, le hash du dernier bloc, ne sera pas correct. Quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que comme on a tous les blocs qui sont en chaîne l'un avec l'autre, ce qui est important de faire, c'est juste valider que le dernier hash commence par 4,0 et que ce hash est correct, c'est-à-dire est aligné avec les autres, et on est certain que la blockchain est correcte, est acceptable. Voilà, un peu comment fonctionne une blockchain dans les grands principes, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus que ça dans une blockchain. On a un numéro de bloc, un petit chiffre qu'il faut calculer grâce au minage, des données, et puis l'information du bloc précédent, l'information de hash qui va servir comme clé du bloc suivant. On vient de voir ce que c'était une blockchain distribuée. On va maintenant s'intéresser à des tokens. C'est-à-dire que maintenant, le bloc est identique à ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, sauf qu'à la place d'avoir des informations avec un texte libre, on a des transactions, on a des tokens. C'est-à-dire que ici, notre bloc numéro 1 montre que on a décidé ici d'utiliser un caractère $, mais ça peut être n'importe quoi. Donc on a échangé 25 $ de Darcy vers Bingley. On a aussi 4,27 $ que Elisabeth a envoyé à Jane. Et on a une liste. Pour chaque bloc, une liste de transactions. On passe au deuxième bloc. Ici, la liste est un peu plus grande, mais ça ne change absolument rien. La liste, le nombre de transactions peut être petit ou grand. Il n'y a aucun problème. Et comme précédemment, à chaque fois, on a notre hash précédent et notre hash qu'on a calculé par minage qui va être réutilisé dans la case précédente du bloc suivant. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est si jamais Emily a envoyé à Jackson 10 $ et que j'ai envie de faire croire qu'elle en a envoyé 12. Mon hash n'est plus correct, ma case est rouge, mon bloc suivant est aussi rouge, et le troisième derrière, pareil. Donc je vais devoir miner pour récupérer ça. Voilà, 5, et 3 fois je vais devoir miner. Le problème, c'est que, comme dans le cas précédent, ici on va avoir les autres utilisateurs qui, eux, ne vont jamais accepter ce changement d'information sur la transaction. Donc ça ne va pas marcher. Donc je ne vais pas pouvoir faire croire on a envoyé plus d'argent que prévu. Je vais regarder le bloc numéro 3 ce que c'était. Le bloc numéro 3, on avait 10 à la place de 12. Voilà, je remets 10. Je vais miner une nouvelle fois mon bloc. Et là, la chaîne est correcte. Donc on ne peut pas faire croire que les transactions qui sont connues par tous les participants du réseau ne sont pas correctes. Ce qui est important de noter ici, c'est que pour chaque bloc, on a l'argent qu'on envoie. On va dire le montant ou la transaction que l'on envoie d'un compte, ici, ça c'est le nom du compte, à un autre nom du compte. Si jamais je change, ça ne fonctionne pas. Mais ce qui est surtout important de savoir, c'est que, par exemple, Darcy a envoyé 25 $, mais on ne sait pas combien il a. On a uniquement la transaction, on n'a pas le montant qu'il a sur son compte, on ne sait même pas s'il a le droit de dépenser 25 $. Pareil, ici, Parker envoie 6,15 à Dallas. Comment peut-on savoir qu'il les a effectivement sur son compte? Et c'est de là qu'on va pouvoir aborder le dernier concept, le Coinbase, c'est-à-dire le bloc de base. Ici, en plus des transactions, on a une information qui s'appelle Coinbase, c'est-à-dire que ici on va créer des tokens, on va créer de la monnaie.
Donc on va dire, puisque c'est ma blockchain et que c'est moi qui décide de comment les choses se passent, j'offre ou je crée comme ça de nulle part 100 $ que je donne à Anders dans le premier bloc. Ensuite, deuxième bloc, on crée encore 100 $ qu'on va donner à Anders. Et là, Anders, il a décidé de dépenser 10 $ pour Sophia, 20 qu'il a offert à Lucas, 15 à Emily et 15 à Madison. Et là, on peut savoir que Anders, en fait, il n'a pas dépensé plus que ce qu'il avait, puisqu'il a actuellement 200 $ et qu'il en a dépensé, on va calculer, 60 $. On continue l'étape suivante. L'étape suivante, on continue à offrir 100 $ à Anders. Et ce qui est très intéressant de voir ici, c'est qu'on peut toujours contrôler si Anders a le bon montant sur son compte grâce au hash du bloc précédent. Et on peut recalculer comme ça de proche en proche quel est le montant que Anders peut se permettre de dépenser. Ici, pareil, on a à chaque fois la blockchain qui est dupliquée pour tous les participants au réseau. En fait, c'est exactement comme ça que fonctionne la blockchain, en particulier Bitcoin. J'espère que vous avez compris maintenant les principes sous-jacents et comment le protocole fonctionne.